bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est vraiment, à mon avis, important. Et c'est celui des responsabilités dans la situation dans laquelle la France se trouve. Voilà. Si l'on demande, en gros, aux Français qui est responsable du désastre dans lequel se trouve la France aujourd'hui, désastre tous azimuts, à commencer évidemment par une situation financière qui fait que le pays est au bord de la faillite générale et de l'effondrement, mais on a continué par tout le reste, l'agriculture, l'industrie, la recherche, l'hôpital, la sécurité, la justice, les questions internationales, la défense, etc., etc. Si on demande aux Français qui est le responsable, à part les 15% de fanatiques de Macron, il y aura quand même une large majorité de Français qui dira c'est Macron. Voilà. Et puis il y en a, s'agissant de la dette, qui ajouteront c'est de la faute de Bruno Le Maire, c'est de la faute d'Édouard Philippe, c'est de la faute d'Elisabeth Borne, etc. Enfin voilà ce que diront les Français. Ils auront d'ailleurs raison. Et puis, il y a un deuxième niveau pour analyser la situation, c'est des gens qui vont vous dire « Oui, c'est vrai, c'est Macron, c'est vrai, c'est Borne, etc., mais c'est les Français qui l'ont voulu. » Voilà. Donc ça, c'est une espèce d'ultima ratio, de raison définitive. Finalement, c'est de la faute des Français, parce que c'est les Français qui ont élu Macron. Voilà. Et j'ai souvent des gens qui me disent « Vous, monsieur Asselineau, malheureusement, vous n'intéressez pas les Français, vous avez fait 1% des suffrages en 2017, donc taisez-vous, vous n'avez rien à dire, ce sont les Français qui l'ont voulu. » Et là, je voudrais venir sur ce point parce que, en fait, est-ce que les Français l'ont vraiment voulu? Et la grande question qui se pose, c'est qui est-ce qui est responsable au-dessus des Français? Parce que les Français, l'homme de la rue, comme on dit, le citoyen lambda, qui ne s'intéresse pas forcément beaucoup à la politique, il y a énormément de nos compatriotes qui s'y intéressent relativement peu, qui lisent très peu les journaux, voire pas du tout, qui en fait ont des idées très sommaires sur ces questions. En réalité, la seule source d'information qu'ils ont, s'ils ne vont pas sur Internet et s'ils ne vont pas chercher par eux-mêmes sur les réseaux sociaux d'autres informations, la seule source d'information qu'ils ont, ce sont les grands médias. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que les Français ont élu Macron en 2017 ? Alors beaucoup d'entre vous ont la réponse, mais je voudrais vous attirer votre attention sur un ou deux cas très particuliers qui vont bien vous permettre de comprendre ce qui se passe et peut-être d'éviter de retomber en 2027, ou la prochaine présidentielle si elle avait lieu avant, de retomber encore et encore dans les mêmes erreurs. Parce qu'en réalité, les Français, ils ont voté pour Macron, mais en fait, ils ont fait ce que les médias leur ont dit de faire. Les médias leur ont menti, ne leur ont pas présenté les choses de façon honnête et sincère. On va faire un retour sur 2017. En 2017, il y avait 11 candidats. Normalement, si on avait appliqué les mêmes règles qu'en 1965, chaque candidat aurait dû avoir le même temps de parole, c'est-à-dire 100% divisé par 11, ça faisait 9% du temps de parole pour chaque candidat. Chaque candidat aurait dû avoir 9%. Et par ailleurs, on aurait dû avoir un silence total des journaux radio et télévisés sur les candidats, c'est-à-dire que c'est au peuple français de décider sans qu'il y ait des commentateurs qui vous disent en permanence ce qu'il faut penser de Pierre, Paul ou Jacques. Normalement, dans une démocratie bien comprise, les Français, au moment où ils vont voter pour l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de nos institutions, les Français devraient savoir très exactement quelle est la personnalité pour laquelle ils vont voter, sa formation, les réseaux auxquels il appartient, également son programme, ses compétences professionnelles, son expérience professionnelle, et très précisément son programme. Mais dans la mesure où maintenant nous n'avons plus du tout le respect de ce qui était le cas en 1965, j'ai déjà eu l'occasion 50 fois de le dire, en 2017, Macron a eu 24 ou 25% du temps de parole. Il est des 11 candidats celui qui a eu le plus de temps de parole. Très nettement. Et puis il y a eu des petits candidats dont je faisais partie, sachant que le terme de petit candidat n'existe nulle part dans la Constitution. C'est un pouvoir que se sont arrogés les médias, c'est-à-dire les propriétaires des médias.
Ils se sont arrogés le pouvoir, par l'intermédiaire de leurs médias, de décider, à la place des Français, qu'il y avait des petits candidats, c'était de la gnognotte, et il n'y avait pas besoin de les présenter. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand Macron a eu 24% du temps de parole, j'ai eu 0,8% du temps de parole. Et je voudrais vous présenter sur un cas très précis, parce que vous allez voir ce qui se passe 7 ans après. Je voudrais prendre l'exemple d'un journaliste quand même très connu, qui est un vieux de la vieille, si l'on peut dire, qui s'appelle Franz-Olivier Gisbert, surnommé FOG. Franz-Olivier Gisbert, on ne le sait pas suffisamment. C'est un homme maintenant qui a 75 ans, donc il est quand même en fin de à la retraite. Il est à la fin de son parcours professionnel, mais il continue à être éditorialiste au point, à intervenir sur les plateaux de télévision. Il est invité régulièrement. En tout cas, il est plus invité que moi. Bon. Alors, ce que l'on ne sait pas suffisamment, c'est que M. Franz-Olivier Gisbert, c'est quand même quelqu'un qui a une longue carrière professionnelle. Et d'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il est né aux États-Unis. Il est né à Wilmington, aux États-Unis. Il est né de parents qui s'étaient expatriés aux États-Unis, dont son père notamment, qui était à moitié d'origine américaine. Et d'ailleurs, M. Gisbert a la nationalité américaine. Bah, je le dis à toutes fins utiles. C'est pas inutile de le savoir que l'un des principaux commentateurs de la vie politique française que l'on met en avant continuellement, c'est quand même un Américain. Il a aussi la nationalité française, mais il a la nationalité américaine. Voilà. Je ne suis pas sûr que si l'on avait un journaliste qui avait également la nationalité russe ou la nationalité chinoise ou la nationalité iranienne, je ne suis pas sûr et certain qu'on qu'on lui donnerait la rédaction en chef de certains des plus grands journaux français et qu'on le consulterait régulièrement comme si c'était un devin et quelqu'un d'extraordinaire pour analyser la situation politique. Mais là où je veux en venir, c'est que M. Gisbert a eu une carrière pour le moins heurtée, puisqu'il a fait sa carrière comme étant un homme de gauche. Il a été très longtemps Nouvel Observateur, il en a même été le rédacteur en chef. Il avait bavé d'ailleurs à cette occasion sur la presse de droite, notamment sur le groupe R100. Le groupe R100 en disant que R100 c'était vraiment quelqu'un d'infréquentable, d'épouvantable, c'est un milliardaire français, qui était un homme très dangereux, qui tenait des propos ou qui favorisait les idées antisémites et antimaçonniques. Enfin bon, il avait soigné aux petits oignons. Franz-Olivier Gisbert avait soigné M. R100. Or voilà qu'en 1988, Franz-Olivier Gisbert, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, journal très à gauche, d'un seul coup on apprend qu'il devient rédacteur en chef du Figaro. Le Figaro étant le grand journal conservateur français du groupe R100 justement, dont il avait dit pique-pendre en 1976. À l'époque, Jean Daniel, qui était un des très grandes plumes du journalisme français, une plume de gauche, avait dit qu'il avait vécu ce passage du Nouvel Observateur au Figaro comme une trahison. Et de fait, en 1988, bon maintenant c'est de l'histoire ancienne, mais en 1988, ça avait énormément choqué beaucoup de gens de voir ce passage d'un journal très à gauche à un journal considéré comme quasiment le journal de la droite conservatrice par excellence. Ce qui prouve au passage que M. Franz-Olivier Gisbert a des convictions à géométrie variable et qui peuvent se retourner comme une crêpe. En 2017, et c'est là où je veux en venir, M. Franz-Olivier Gisbert a été de ces innombrables journalistes qui en fait ont fait la campagne de Macron. Il l'a fait d'une façon un petit peu plus subtile. D'abord, les journalistes, normalement, ne sont pas vraiment censés appeler à voter pour une personne en particulier, sauf s'ils appartiennent à la presse d'opinion, mais ce qui n'était pas tout à fait le cas, puisqu'il était au Figaro. Mais M. Franz-Olivier Gisbert a, en 2017, expliqué aux Français en 3 mots. Premièrement, qu'il y avait 2 dangers publics qui s'appelaient Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'était l'épouvante. C'était des gens d'extrémistes
qui était extrême droite d'un côté, extrême gauche de l'autre. Il fallait absolument éviter que la France vote pour ces deux-là. Sur le fond, en revanche, vous êtes très critique. Vous dites, ces candidats, entre guillemets, extrémistes, il y a quelque chose de la pensée magique, d'irréaliste complet, notamment sur le plan économique. Non, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire, pour l'instant, comme ça, on peut rigoler. Ah. Mais ici, ils arrivent au pouvoir. C'est une catastrophe. Même si Mélenchon, en ce moment, on voit bien, il est en train de lâcher du lest, là. Brusquement, il est européen. Il veut rester dans l'euro. Mais enfin, le programme économique est dingue. Et le modèle qu'il a, c'est-à-dire le Venezuela de son ex-ami qui est mort, Chavez, c'est un truc absurde. Les plus grandes réserves pétrolières du monde, et les Vénézuéliens n'en voient pas la couleur. C'est un pays qui marche pas du tout. Et où est-ce que va l'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on appelle le dégagisme, cette idée, on va dégager tout le monde, ça peut jouer dimanche, c'est-à-dire cette idée qu'on chasse. Je pense que les Français l'ont montré. Ils jouent beaucoup avant, et puis ils deviennent raisonnables dans l'urne. C'est-à-dire, ils s'amusent. Tiens, je vais voter Mélenchon, je vais voter Marine Le Pen. Et au dernier moment, ils redeviennent sérieux. Deuxièmement, que finalement, parmi les 11 candidats, il n'y en avait que 2 qui étaient des candidats sérieux. L'un, c'était François Fillon, et l'autre, c'était Emmanuel Macron. Mais toutes les solutions qui sont offertes par, disons, 9 candidats sur 11, c'est-à-dire, moi j'enlève juste Macron et Fillon, si vous enlevez ces deux candidats, c'est juste un monde de dingue. Pensée magique, vous le disiez, Bisounours, oui, le Père Noël, enfin c'est ça, c'est une campagne entre des gens absurdes. Mais on n'a jamais vu ça. Vous avez mené des interviews fleuves, vous avez cherché vraiment le coffre des gens. Macron, par exemple, à l'usage, il a du coffre. Ah oui, c'est quelqu'un de très intelligent. Il n'y a aucun doute là-dessus, très vif. Il n'a pas d'expérience. Parfois, des gens qui n'avaient pas d'expérience ont bien gouverné, parfois non. Donc, il y a une forme de pari de Pascal, votons pour lui. Mais c'est quelqu'un qui est, très largement au niveau. Très, très brillant, un peu mystique. Vous voyez, il peut entraîner les foules. Bon, voilà, c'est clair. Et donc, il expliquait que c'était il ne le disait pas aussi clairement que ça, mais ça revenait à dire ça. Il n'y avait que 2 candidats qui étaient à la hauteur des événements, Fillon et Macron. Parce qu'il fallait du sérieux. Et notamment, il expliquait que c'était très important parce que la dette française était extrêmement élevée et que l'on ne pouvait pas laisser les rênes du gouvernement français et la direction de la France à des gens qui nous ruineraient, etc. Et puis le troisième point, c'est que ce monsieur Gisbert balayait d'un revers de la main les 7 autres candidats dont il n'avait pas parlé, puisqu'il parlait de Le Pen et Mélenchon pour dire que c'était des extrémistes. Il parlait de Fillon et de Macron en disant que c'était les seuls qui étaient sérieux. Et pour les 7 autres, il n'en parlait pas. Ou alors, comme dans l'extrait que vous allez voir, il expliquait que parmi eux, il y avait une ribambelle de branquignoles, c'était des souverainistes, des gens qui, alors je suppose que ça englobait notamment Nicolas Dupont-Aignan, peut-être Jean Lassalle, peut-être certainement moi-même, bien entendu. Donc nous, on était classés dans la catégorie des souverainistes. Et alors, traités avec un mépris, une insolence, une suffisance extraordinaire. Il avait dit notamment, vous allez le constater dans cet extrait, que finalement, c'était des gens, des farfelus, en gros, qui voulaient... Nous voulions, que ces souverainistes-là voulaient refermer la France sur elle-même, et c'était absolument délirant, un programme délirant, pour en fait que la France se referme sur elle-même. Il citait même l'exemple comme l'Albanie ou la Corée du Nord. Écoutez ce passage. Mais quand même, il y a une petite musique souverainiste dans cette campagne. Regardez, les 11 candidats, dont franchement 5 ou 6, c'est une blague complète. Vous regardez leur programme, vous regardez leur discours, ils vont tous dans le même sens. C'est la France rance, la France souverainiste, la France protectionniste, qui veut s'enfermer derrière des frontières et en pensant que ça ira mieux. Alors on va prendre, c'est le modèle. Il y a eu ça dans l'histoire, il y a eu l'Albanie, faisons ça. Pourquoi pas la Corée du Nord? Non mais ces gens sont dingues. Bon, voilà, je vais pas épiloguer, je vais pas vous faire tout un cours sur la pensée de monsieur Franz-Olivier Gisbert, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que monsieur Gisbert, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Ce monsieur qui pérorait sur toutes les chaînes de radio et de télévision, qui affirmait que, par exemple, quelqu'un comme moi, qu'il n'avait jamais rencontré, que je voulais faire de la France l'Albanie ou la Corée du Nord.
que j'étais quelqu'un qui n'était pas sérieux. En gros, une espèce de professeur nimbus. C'est sur la foi de ce genre d'affirmation, d'analyse répétée jour après jour après jour après jour, pas seulement par M. Gisbert, mais par tous les pseudo-commentateurs de la vie politique française, ces pseudo-journalistes qui sont en fait des propagandistes, qui n'ont jamais mis en œuvre le principe même de ce que doit être le journalisme, notamment selon la charte de Munich, c'est-à-dire d'avoir une instruction à charge et à décharge, comme on dit. Normalement, M. Gisbert, s'il avait voulu faire son travail de façon correcte, il aurait dû faire une interview des 11 candidats, y compris Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, y compris Asselineau. Et il aurait dû avoir un entretien, par exemple, d'1 heure, soit sur un média dans lequel il s'exprimait, soit une interview écrite, soit sur Internet. Et puis ensuite, il aurait pu formuler des jugements certainement beaucoup plus nuancés. Toutes les personnes qui me connaissent dire que mon projet, c'est de faire de la France l'Albanie de Enver Hoxha, du temps où l'Albanie était communiste maoïste dans les années 60, oui 70, ou bien de faire que mon projet, c'est de faire de la France la Corée du Nord, c'est vraiment se moquer du monde. C'est vouloir faire croire cette propagande éculée de tous ceux qui disent que vouloir sortir de l'Union européenne, ça serait refermer la France sur elle-même. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est l'un des pays les plus ouverts au monde qui soit. C'est un pays où il se tient des quantités de réunions internationales. C'est un pays où il y a des géants de l'économie, et pas seulement en matière financière. C'est un pays qui, avec la taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec 9 millions d'habitants, est le pays le plus riche du monde par tête d'habitants, celui où l'indice de développement humain, en tout cas, est le plus élevé. Un pays qui a gardé sa souveraineté et son indépendance. Monsieur Franz-Olivier Gisbert n'est jamais entré dans ce genre de considération. Il a péroré. Et le problème, comme je le disais en premier, c'est que les Français, quand ils travaillent, quand ils reviennent chez eux, ils sont fatigués, ils écoutent la radio, ils écoutent, je sais pas, Europe 1, ils écoutent RTL, ou ils se mettent la télévision, ils écoutent TF1, etc. Ils voient qui ils voyaient arriver M. Franz-Olivier Gisbert qui leur tenait ce discours. Et donc ça s'appelle en fait, en termes de marketing, on appelle ça un prescripteur, un leader d'opinion. Un prescripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va servir de vecteur pour que les gens disent « Ah bah il a raison, je vais voter comme il me le dit ». C'est-à-dire qu'avec ce genre de personnage, plus besoin d'en revenir à la source originale, c'est-à-dire de savoir qui je suis, par exemple, c'est de savoir quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que je réponds aux critiques et qu'est-ce que je critique chez les autres. Donc la responsabilité de l'élection de Macron, bien sûr, c'est les Français. Mais au-dessus des Français, ce sont tous ces journalistes-là qui ont verrouillé le débat, qui l'ont tronqué, qui l'ont caricaturé. Alors, il n'y a pas que François-Olivier Gisbert, d'ailleurs, il y en a bien d'autres. J'ai un autre exemple à vous montrer, ça c'est... Sur la télévision, il y avait TV5 Monde. TV5 Monde, c'est le réseau c'est la télévision publique, s'il vous plaît, qui s'adresse au monde entier. Mais voilà, TV5 Monde avait consacré un article à ma personne, puisque j'étais l'un des 11 candidats. C'était très exactement le 7 avril 2017. Et c'était un portrait François Asselineau, le candidat nostalgique. C'est-à-dire que le parti pris, alors que c'est le service public, que normalement il n'a aucun parti pris à avoir. Il aurait dû dire qui j'étais, ce que je proposais, point barre, aux Français de se faire une opinion. Non, on m'a présenté comme étant nostalgique. Voilà, c'est la seule chose que j'ai répondu, c'était que j'étais nostalgique. Alors, quand on entrait dans le détail d'ailleurs, on voyait quoi? Mais on lisait, ça, c'était assez cocasse d'ailleurs. François Asselineau, candidat officiel pour la première fois à la présidentielle, est très peu connu du grand public. Voilà, très peu connu du grand public. Qui est François Asselineau? La réponse à cette question va dépendre du public à qui on la pose. Si c'est un internaute fan de réseaux sociaux et de vidéos sur YouTube, le personnage d'Asselineau n'a pas pu lui échapper. Dans le reste des cas, le candidat de l'UPR déclenche des levées de sourcils interrogatifs. Mais ils ne disent jamais que c'est de la faute des médias, justement, s'il en est ainsi.
Les gens posaient des questions. Effectivement, ils ont raison. Mais c'est quasiment de ma faute. C'est comme une fois, j'avais été interrogé, je ne sais plus dans quel média, qui m'avait dit, alors monsieur, je crois que c'était en 2017, alors vous avez fait le choix de rester sur les réseaux sociaux. Non, j'avais jamais fait le choix. Ceux qui ont fait le choix pour moi, ce sont les médias qui m'ont blacklisté. Et puis par ailleurs, le parti pris, c'était toujours dans le chapeau, donc ce que lisent les gens qui sont pressés. Donc je suis très peu connu du grand public. Ce haut fonctionnaire partisan du Frexit, la sortie unilatérale de la France de l'Union européenne et de l'euro, est un ancien globe-trotteur et énarque nostalgique de la France d'avant 1968. Voilà. C'est-à-dire que voilà, mon portrait était dressé d'emblée. Je suis un nostalgique de la France d'avant 1968. En gros, ça serait ma seule motivation à agir. Voilà, je serais en fait un vieux schnock, voilà, le type, voilà, allez, d'ailleurs je vois qu'il y a des gens qui reprennent ça à leur compte, allez papy, va te coucher, etc., ça va, t'as fait ton temps, c'est-à-dire sur le thème, bon bah voilà, maintenant il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que toutes les analyses que j'ai faites sur l'asservissement de la France par les États-Unis d'Amérique, sur le problème essentiel qui est que les Français ont perdu leur souveraineté, que les Français, que ça vide de sens la politique française, que l'euro est en train de ruiner la France, que l'Union européenne est en train de ruiner notre démocratie, que c'est une dictature en marche, que l'Union européenne est en train pour projet de démanteler notre pays. Toutes ces analyses que j'ai faites, que je fais depuis 17 ans et demi sur la foi d'informations extrêmement précises et sourcées que aucun autre responsable politique français n'a jamais fait devant les Français, tout ça c'est considéré comme si ça n'existait pas. Comme ils ne savent pas quoi me répondre, ils me cachent, ils ne me répondent pas, et en revanche, ils font croire que je serais un vieux schnock, voilà, un nostalgique de la France de 1968. Alors que j'en sais beaucoup plus sur le monde d'aujourd'hui que la plupart d'ailleurs de tous ces journalistes. Mais alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, 7 ans après les événements, normalement, il devrait y avoir un mea culpa des journalistes. Il devrait y avoir des journalistes qui ont dit, nous avons une large part de responsabilité dans le choix que les Français ont fait de Macron en 2017, et d'ailleurs en 2022, où en fait on a participé, on a été en fait d'accord pour qu'il n'y ait pas de campagne. Rappelez-vous que la campagne présidentielle de 2022 a été quasiment inexistante. À cause notamment du Covid, à cause de ci, à cause de ça, à cause de la guerre en Ukraine et ci et ça. Donc en fait, ça a été réduit à la plus simple expression. Normalement, les journalistes devraient dire on s'est trompé. Mais pas du tout. Pas du tout. Et qui est-ce que les médias continuent d'inviter ? Ça n'est pas moi qui avais tout prévu. Non, les médias continuent d'inviter Franz-Olivier Gisbert. Et on a vu M. Franz-Olivier Gisbert qui se répand sur les médias sociaux en expliquant que la dette publique est épouvantable. C'est le sujet de toute façon, c'est que le gouvernement est dans l'urgence. Vous savez très bien, il y a pas seulement il y a tout ce cinéma autour des agences de notation, il faut dire qu'on a une importance réelle, c'est-à-dire Standard & Poor's qui nous a dégradé avant l'été, Fitch il s'y est mis, on attend Moody's. Fitch c'est pas sympa parce que ils nous maintiennent moins, mais avec une tendance quand même qui n'est pas bonne. Donc tout ça donne des mauvais signaux. Et vous avez pendant ce temps-là les taux d'intérêt, je vous signale, faut jamais l'oublier, vous le savez, qui augmentent, et d'ailleurs qui augmentent plus en France qu'au Portugal. C'est-à-dire nous sommes vraiment en train de devenir le mouton noir de l'Europe. Et ça c'est un vrai sujet. Donc il faut essayer de régler ça le plus vite possible. C'est pour ça les impôts, augmenter les impôts. Vous les excusez des taux de prélèvement, évidemment, je les excuse. Comment vous les faire autrement ? Mais de toute façon, attendez, je vois pas comment on peut faire autrement que de soutenir Barnier, mais du bout des lèvres. Et que tout le monde doit soutenir le gouvernement Barnier parce que la dette publique est absolument épouvantable et qu'il faut être sérieux. Mais enfin, non, d'une pipe. C'est le même monsieur Gisbert qui nous avait expliqué en 2017 qu'il fallait voter Macron parce que les autres serait pas sérieux que dans la gestion de la dette publique. C'était le grief qu'il faisait numéro 1
à Madame Le Pen et à Monsieur Mélenchon. Je suis désolé, Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, s'ils étaient arrivés au pouvoir, ils n'auraient pas pu faire pire. On n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. Et les gens qui, comme moi, le considéraient comme si on voulait être la Corée du Nord ou là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Macron? En fait, nous sommes rejetés par l'ensemble des pays du monde. Donc, normalement, les médias, c'est à moi qu'ils devraient donner la parole. Ils devraient la donner d'autant plus que j'avais prévu ce qui allait se passer. Regardez. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Voilà. Donc, normalement, si nous étions dans un pays logique, démocratique, on dirait à M. François-Olivier Gisbert, à 75 ans, de prendre une retraite bien méritée. Et il devrait y avoir un certain nombre de journalistes qui devraient passer à table et devraient présenter leurs excuses devant les Français. Et les journaux devraient s'intéresser aux personnes qui avaient expliqué ce qui allait se passer, c'est-à-dire notamment à moi. Normalement, on devrait me convier partout en disant mais finalement c'est vous qui aviez raison. Vous aviez raison sur l'Union européenne, sur l'euro, vous aviez raison sur la diplomatie, sur la destruction de notre industrie, de notre agriculture, etc., etc., etc. Le cas de François-Olivier Gisbert n'est pas un cas isolé. J'ai trouvé d'autres exemples. Par exemple, M. Nicolas Baverez. Alors lui, il n'est pas vraiment journaliste, il est avocat, essayiste. Enfin, il est très bien pensant, c'est la droite libérale et ci et ça. Et M. Nicolas Baverez nous avait gratifié de ses analyses qui avaient été très largement diffusées, bien entendu, par la presse en 2017, où il expliquait que finalement, il n'y avait que 2 candidats en 2017 qui étaient à peu près fiables et sur lesquels les Français devaient arrêter leur choix. C'était François Fillon et Emmanuel Macron. On est quand même à moins d'un mois de l'élection. Même à supposer qu'il gagne, François Fillon, ce qui est improbable aujourd'hui, il serait affaibli au pouvoir. Vous le savez bien. La logique de l'élection. Il aurait le leadership, il aurait. Revient, et c'est ça qui est pour intéressant. Mettre en place comme vous l'avez dit, il y a des obstacles chez nous au populisme qui viennent notamment du mode de scrutin. Mais il n'empêche que la logique de cette élection, on a 2 candidats utopistes, M. Hamon et M. Mélenchon, et ensuite 2 candidats réformistes, Emmanuel Macron, François Fillon, et une candidate populiste qui est Marine Le Pen. Et la logique de l'élection, qui est d'ailleurs celle qui figure dans le programme de Mme Le Pen, c'est une opposition entre les réformistes et les populistes. M. Baverez, qui continue à avoir des tribunes, maintenant, alors il a une tribune, il vient de s'exprimer en tirant la sonnette d'alarme sur le désastre Macron. Il l'a fait dans le Figaro du 12 octobre 2024. Nicolas Baverez, diplomatie, l'autre faillite d'Emmanuel Macron. Et voilà comment commence sa chronique, puisqu'il est chroniqueur au Figaro. Sous l'effondrement financier pointe une autre débâcle non moins inquiétante, celle de l'image de notre pays en Europe et dans le monde. Comme François Mitterrand avec la relance à contre-courant et la construction du socialisme dans un seul pays, Emmanuel Macron a mis la France en faillite avec sa stratégie du quoi qu'il en coûte. En 2024, comme en 1983, à l'image de la Grèce en 2009, notre pays doit choisir entre la thérapie de choc ou la mise sous tutelle par le FMI, désormais assistée par l'Union européenne et la BCE,
Mais sous l'effondrement financier pointe une autre débâcle non moins inquiétante qui touche au statut et à l'image de notre pays en Europe et dans le monde. Alors déjà, on remarquera que c'est ce que je dis personnellement depuis des années, parce que c'est depuis décembre 2018, il y a 6 ans, que j'ai demandé qu'on lance la procédure de destitution de Macron. Dans un silence de cathédrale, bien entendu. Je me suis fait ridiculiser sur les réseaux sociaux, notamment par les troupes de M. Mélenchon, jusqu'à ce que 6 ans après, elles conviennent que finalement c'était la bonne procédure à suivre. Mais M. Baverez, évidemment, avait dû il n'avait même pas parlé de moi, bien entendu. Il avait évidemment pas considéré qu'il fallait virer Macron. Il a contribué, lui, M. Baverez, comme M. Gisbert, comme tant d'autres d'ailleurs d'éditorialistes, c'est quasiment tous les éditorialistes de tous les journaux, qui ont voulu imposer aux Français, leur faire croire que Macron était l'homme de la situation. Et maintenant, ils n'ont pas les mots les plus durs pour justement stigmatiser Macron, en quoi ils ont raison maintenant de constater le désastre. Mais enfin, en vertu de quoi est-ce que les médias leur donnent encore la parole? En vertu de quoi on tolère que ces gens qui ont contribué, qui sont responsables du choix des Français, en vertu de quoi on tolère que ces gens continuent à plastronner sans qu'ils viennent avec humilité et humblement expliquer aux Français qu'ils se sont trompés sur tout et que donc tout ce qu'ils peuvent dire doit être sujet à caution. Parce que normalement, l'histoire de la vie montre que lorsque vous avez des gens qui vous mentent tout le temps et que vous avez quelqu'un qui en revanche est honnête et vous dit toujours la vérité, normalement la logique c'est qu'au bout d'un certain temps, on n'écoute plus qu'une seule personne, c'est celle qui vous dit la vérité. Et on ne continue pas à fréquenter les escrocs de tout poil. Si je vous dis tout ça, c'est parce que malheureusement, l'affaire continue pour 2027. Et il faut bien comprendre que les Français risquent, s'ils n'y prennent pas garde, s'ils sont toujours aussi hypnotisés par les médias, les essayistes, les analystes financiers, les commentateurs politiques, s'ils sont toujours aussi hypnotisés par eux que Mowgli par le serpent Kaa dans le livre de la jungle version Walt Disney, mais nous sommes partis pour rééditer encore et encore et encore le désastre jusqu'à la destruction finale de la France. Et on le voit d'ailleurs puisque c'est bien parti pour. Les médias ont décidé d'ores et déjà de manipuler l'opinion publique française pour 2027. Il y a plusieurs fers au feu. Il y a le fer Gabriel Attal, qui d'ailleurs, comme les personnes que je viens de citer, il a été Premier ministre du mois de janvier jusqu'au mois de août. Maintenant, il se permet de donner des leçons de bonne gestion au pauvre Barnier qui débarque et qui découvre l'ampleur du désastre. Mais les médias essaient de promouvoir déjà les candidats qui seront ceux que devront choisir les Français en 2027. Alors, on les voit de temps en temps, ils poussent Gabriel Attal, de temps en temps, ils promeuvent Xavier Bertrand, de temps en temps, ils font valoir quelqu'un comme, par exemple, Michel Barnier, il n'est pas sûr qu'il n'en aura pas des velléités. On parle de Jean Castex. On parle aussi beaucoup de Édouard Philippe. Et je voudrais terminer cette petite analyse avec vous en vous parlant du cas Philippe. Le journal Paris Match a publié un article extraordinaire en disant que Édouard Philippe est la personnalité politique préférée des Français. Et comment se fait-il qu'il ait une telle cote ? C'est vraiment du mensonge éhonté, de la mise en conditionnement des Français. Pourquoi cela ? Parce qu'il suffit de regarder autour de soi. Enfin, moi, je ne connais absolument personne, mais absolument personne, qui en pince pour Édouard Philippe. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut trouver un député du groupe Horizon et puis sa famille. Voilà. Mais ça n'existe pas. Monsieur Édouard Philippe fait l'objet d'une exécration universelle.
Les Français ne le supportent pas, moi le premier d'ailleurs. Les Français se rappellent que c'est lui qui a administré du Rivotril dans les EHPAD, que c'est lui qui a contribué avec Macron à nous faire 1000 milliards d'endettement supplémentaire, que c'est lui qui a interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, que c'est lui qui nous a forcés à nous faire injecter des injections ARNM. Enfin, du moins, ceux qui ont eu, malheureusement, la faiblesse de suivre les injonctions du gouvernement, qui est d'ailleurs tout à fait illégale et inconstitutionnelle. On ne peut absolument pas forcer quelqu'un à se faire injecter quelque chose dans le corps, surtout un produit encore de type expérimental. C'est également M. Édouard Philippe qui a imposé le 80 km/h. C'est M. Édouard Philippe qui milite pour porter la retraite à 67 ans. Enfin, c'est une calamité, ce type, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il sort, il a reçu récemment Macron au Havre, dont il est le maire d'ailleurs de la ville Le Havre et qu'il a quasiment entraîné à la faillite, comme la France. Et M. Édouard Philippe, il a fallu qu'il fasse venir une claque de 50 ou 80 personnes derrière des barrières. Ils ont filmé, les médias asservis ont filmé, c'était ce qu'on appelle un village Potemkin, c'est-à-dire que il y avait Édouard Philippe qui faisait semblant de serrer les mains de la foule enthousiaste. Enfin, il y avait 80-90 personnes, c'était des comparses. Ça devait être des employés de la mairie de Rouen ou des gens de leur famille ou des membres de son parti Horizon ou que sais-je. Mais quand on prenait du champ, il y a eu des images qui ont pris du champ, il y avait absolument personne. Il y avait au contraire des gens qui huaient, mais qui étaient tenus très loin par les gardes, les CRS ou les gardes républicains. Voilà ce que c'est en fait Monsieur Édouard Philippe. Mais le journal de Paris Match réédite pour la énième fois cette fable que M. Édouard Philippe serait la personnalité préférée des Français. Alors ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, je le répète, c'est que ce sondage ne vaut absolument rien. D'abord parce que les personnes contactées, on ne sait même pas si c'est vrai. Rien ne prouve qu'il y a eu effectivement un bon sondage. Il n'y a aucune transparence sur l'existence même du sondage. Il faut croire sur parole l'IFOP qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il y a déjà eu de nombreux scandales autour de faux sondages de l'IFOP. Mais, pire encore, le sondage il est conçu de telle sorte que on ne demande pas aux Français quelle est la personnalité politique que vous préférez. Et libre à la personne consultée qui dirait moi je préfère un tel, je préfère Jean Lassalle, je préfère Christine Boutin, je préfère Marlex, je préfère Charles de Courson, je préfère Asselineau, etc. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est qu'on dit aux gens qui, paraît-il, sont interrogés, reste à voir s'ils sont interrogés, on leur donne une liste de 20 noms, je crois, ou 25 noms, en disant parmi cette liste, lesquels préférez-vous ? Donc c'est pas la personnalité préférée des Français, la personnalité politique préférée des Français, c'est à supposer que le sondage existe, la personnalité politique préférée des Français parmi celles qui ont été choisies par l'IFOP et le journal Le Figaro comme devant leur être proposées comme réponse, ce qui change tout. Je l'avais montré d'ailleurs de façon un peu grinçante au mois de mai de 2023, j'avais réagi à ces sondages bidouillés qui sont des trucages. J'avais fait en ligne un sondage en disant quelle est la personnalité historique préférée des Français. Voilà. J'avais mis Joseph Staline, Pol Pot, le chef des Khmers rouges, Adolf Hitler et puis Kim Jong-un ou quelque chose comme ça. Voilà. C'était ça et il fallait choisir. Et on avait eu là-dedans la personnalité historique préférée des Français d'après ce sondage était arrivé en 1, Joseph Staline, et puis en 2, Adolf Hitler. Voilà. Pourquoi ce sondage, évidemment, était une farce, comme est une farce ce sondage sur les personnalités politiques préférées des Français, c'est une farce, tout simplement parce que le sondage c'est pas à la libre disposition des sondés, on leur précontraint le choix. Et donc on peut faire dire aux Français n'importe quoi. Et si Le Figaro fait ça, c'est parce qu'ils obéissent à une oligarchie, ils obéissent sans doute au propriétaire du Figaro, qui leur dit il faut pousser, il faut promouvoir M. Édouard Philippe. De la même façon qu'on apprend ces jours-ci que M. Bolloré a décidé de faire publier un ouvrage prétendument écrit
par Jordan Bardella à 140 000 exemplaires. 140 000 exemplaires. C'est évidemment pas lui qui a dû l'écrire. Il est feignant comme une couleuvre. C'est de notoriété publique. C'est une feignasse, mais voilà, c'est présenté, c'est un narratif. Et il paraît-il qu'il y a déjà des quantités de panneaux publicitaires qui ont été réservés à la SNCF, etc., alors que des panneaux, normalement, doivent être apolitiques. Mais tout ça est en train d'être mené à bien pour essayer de promouvoir M. Bardella comme le prochain président de la République. Pensez, il a 28 ans. Il est grand temps qu'il soit chef de l'État. Il n'a aucune expérience de quelque nature que ce soit. Mais il a donné absolument tous les gages. Ces jours-ci, là, il vient de déjeuner, serrer la main avec un sourire jusqu'aux oreilles avec Mme von der Leyen et Zelensky. Il appelle à soutenir l'Ukraine. Il voue hégémonie la Russie. Il se prononce en faveur, évidemment, de l'Union européenne, du lien transatlantique, de l'OTAN. Enfin, voilà, il a été complètement asservi par l'oligarchie euro-atlantiste. Il a peut-être ses chances en 2027, et nul doute que M. Franz-Olivier Gisbert ou M. Nicolas Baverez, eh bien, dans quelque temps, commenceront à nous expliquer qu'en 2027, il y a vraiment le choix entre des hurluberlus qui voudraient transformer la France en planète Mars, et puis le seul candidat à peu près sérieux, ça serait M. Bardella. Voilà. Toute la question, c'est de savoir est-ce que les Français vont se laisser avoir encore une fois. Méditez tout ce que je viens de vous dire et conservez-en une ligne de conduite. Les candidats qui vous sont présentés par les médias et par les instituts de sondage sont vos adversaires. Si les grands médias tenus par l'oligarchie, par les milliardaires et par la bande à Macron, par l'État, promeuvent des candidats, même s'ils vous sont présentés comme d'opposition, c'est que ces candidats les serviront eux les oligarques, eux les milliardaires, eux l'oligarchie euro-atlantiste, ne vous serviront pas vous. Si vous voulez savoir dans qui vous pouvez avoir confiance, regardez le candidat qui fait les meilleurs scores sur Internet et qui est complètement interdit des médias. Parce que s'il est complètement interdit des médias, et s'il fait d'excellents scores sur Internet, c'est que ce qu'il dit passionne les Français qui le découvrent. Et s'il est interdit des médias, c'est parce que, comme me l'avait dit un jour un journaliste célèbre qui me demandait « Vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité dans les médias ?» Et je lui avais dit non. Il m'avait répondu « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. » Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez-y, faites circuler au maximum cette vidéo. Si les Français continuent à croire aveuglément ce que leur dit la presse imprimée, les grands magazines, la presse radio et télé, la France va continuer à s'enfoncer dans le désastre, quelle que soit la personne qui succédera à Macron, que ce soit Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Cazeneuve, Le Pen ou ce pauvre Bardella. Vive la France, quand même.